Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes désespérées qui n'ont rien compris de l'année en philo, afin de leur donner le strict minimum pour le bac. Si vous voulez un peu plus approfondir le cas de chacun des philosophes qui vont y être cités, je vous conseille de juste taper leur nom sur YouTube, vous trouvez très certainement de quoi faire. Bien, donc dans une copie de bac de philo ou de HLP, quand vous parlez d'un philosophe, vous n'avez pas spécialement besoin de connaître son nom complet et ses dates de naissance et de mort. L'essentiel réside dans le fait de donner son nom un minimum bien orthographié, et l'époque, le mouvement auquel il appartient, ainsi que l'œuvre dans laquelle il évoque l'idée que vous abordez. Je vais d'abord énumérer les noms des philosophes censés avoir été étudiés cette année de façon chronologique, puis je procéderai thème par thème en vous exposant les points de vue de certains d'entre eux sur divers sujets, avant de vous donner quelques philosophes bonus qu'il est toujours bon de connaître. Pour faire court, il existe plus ou moins 6 périodes distinctes dans la philosophie. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Alors en soi, on pourrait considérer que les philosophes des Lumières sont des modernes et que les philosophes du XXe siècle sont aussi de la période moderne, mais bon, personne ne vous en voudra de dire que un type qui est cané depuis 60 ans n'est techniquement pas un de nos contemporains, ou qu'une personne qui a vécu à l'époque des Lumières a une pensée très liée à celle du 18-19e siècle. Étant donné que tous les philosophes d'une même époque ne parlent pas toujours des mêmes sujets, il est plus pertinent d'aborder la philosophie par les notions. Rappelez-vous juste que la philosophie de l'Antiquité porte sur les conceptions de la vie courante, comme peuvent le montrer Socrate, Platon, Aristote, Épicure et Épictète, ainsi qu'Augustin d'Hippone, et ces pensées peuvent nous paraître parfois dépassées aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on est surtout dans de la philosophie religieuse, comme pour Thomas d'Aquin. À la Renaissance, on se pose surtout la question de l'humain et de la nature, comme pour Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza. Les Lumières remettent en question les modèles sociaux et politiques, bien qu'on va le voir, Emmanuel Kant ratisse extrêmement large, mais il ne faut pas oublier Jérémie Bentham, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau. Les modernes repensent les rapports entre les humains, comme pour Hegel, Marx, Nietzsche, Freud et Bergson, et les contemporains comme Benjamin, Popper, Bourdieu et Clastres font un peu de sous. Dans cette prise, bien sûr, il y a des philosophes et aussi des personnes qui ne sont que de simples scientifiques ou des écrivains, mais qui ont toujours de l'intérêt à être cités. Bien, la première notion que je vais aborder est le bonheur. Pour cela, nous allons commencer par parler de Platon. Dans ses livres Gorgias et La République, il met en scène son précepteur Socrate dans des discussions. Son interlocuteur Calliclès défend donc l'idée que le bonheur est la satisfaction de tous les désirs, ce qu'on peut appeler la licence. C'est à quoi Socrate oppose, et donc Platon oppose l'idée que le bonheur vient de l'excellence morale, que l'on peut appeler la retenue. Pour Calliclès, l'humain est mauvais par nature, et il se sert du mythe de l'anneau de Gygès pour illustrer que dès qu'il peut être sûr de son impunité, il agit de façon immorale pour satisfaire ses pulsions, et qu'il a raison d'être égoïste de façon absolue, et d'exercer le pouvoir de façon tyrannique. Du point de vue de Platon, la quête constante de la satisfaction des désirs est une forme d'aliénation et d'esclavage. Il se sert du mythe des tonneaux des Danaïdes et de celui de Tantale pour montrer qu'une vie stable et mesurée est préférable à une vie de solitude et de crainte du renversement par les autres, car aucun pouvoir n'est infaillible. Ensuite, pour Aristote, élève de Platon dans son livre L'éthique à Nicomaque, le bonheur s'acquiert par la vertu. Étant donné que les deux sont la meilleure des choses, le bonheur et la vertu sont donc fortement liés. La vertu est pour lui un état habituel d'équilibre, de juste milieu dans nos choix. Elle est donc l'usage de la raison. De cette définition dans l'Éthique à Eudème, Aristote tire 13 formes de vertu et leurs vices par absence et par excès. Les deux plus importantes à retenir sont la justice, qui est la capacité à identifier une moyenne entre deux choses, et la prudence, qui est la rationalité appliquée à l'action et à identifier ce qu'il faut faire en fonction des circonstances. La faiblesse de cette idée est qu'il n'y a pas vraiment de science exacte de la prudence et qu'il faut donc juger au cas par cas. Mais encore, pour les stoïciens comme Épictète dans le manuel, le bonheur correspond à l'ataraxie, l'absence de trouble. Celle-ci s'obtient par l'indifférence à toutes les choses et l'indépendance absolue. Il ne faut pas se soucier de ce qui est hors de notre portée et ne pas s'attacher à ce qui est à notre portée. Cela soulève une idée curieuse de la liberté car le fait de ne dépendre de rien implique donc la solitude et l'absence quasi absolue de toute possession, ainsi qu'une soumission à tout événement pouvant arriver. Cependant, pour Épicure dans la lettre à Ménécée, le bonheur s'obtient par la sagesse, accordant une maîtrise dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Pour lui,
le monde est composé d'une infinité de particules insécables, donc qui ne peuvent être divisées, qu'il nomme atomos, et ces particules forment un tout. Il y a donc des désirs qui appartiennent au monde réel et des désirs vains. L'épicurisme s'éloigne du stoïcisme en cela qu'il considère qu'il y a des désirs qu'il convient de satisfaire par rapport à d'autres. En revanche, pour Emmanuel Kant, le bonheur est une illusion, en cela qu'il est subjectif car lié à des expériences dites empiriques, des expériences qui font l'objet d'un vécu concret. Pour savoir ce qu'est le bonheur, il faudra donc être omniscient, ce que l'humain ne peut pas être. Le bonheur est en effet pour lui une notion absolue, le contraire d'absolu étant le relatif. Ce qui est absolu ne varie pas et ne diminue pas. Or, les expériences servant à décrire le bonheur sont sujettes au fait de s'arrêter. Le bonheur devrait donc être un état constant et non plusieurs petites phases. Pour Kant, c'est donc un idéal de l'imagination. Cela s'oppose à ce qu'il appelle un idéal de la raison. Il est rationnel de le chercher, mais il n'est pas possible de le trouver. De plus, selon Blaise Pascal, dans ses pensées, il ne dépend pas de nous d'être heureux. En effet, l'humain a besoin de divertissement. Or, s'il pouvait être heureux, il n'en aurait pas besoin. Dès que l'humain s'arrête de se distraire, il pense à la mort et à la vanité de son existence, le fait qu'elle n'ait aucun sens. Le divertissement vient donc détourner l'humain de ses pensées. Le seul vrai bonheur possible est celui que Dieu procure si l'on a vécu selon ses principes. Ensuite, la deuxième notion importante est la justice. D'abord, nous pouvons distinguer la justice de la vengeance en cela qu'elle fait intervenir un acteur tiers aux deux parties. Si une personne vous frappe et que vous la frappez en retour, c'est de la vengeance. Si une personne vous frappe et que le tribunal la condamne à vous payer un dédommagement, c'est de la justice. Tout d'abord, pour Platon dans le Gorgias, la justice doit punir car c'est un bien pour celui qui le subit. En effet, il met encore en scène Socrate qui raconte le mythe du juge des enfers et expose l'idée que les âmes sont responsables de leurs actes. Ainsi, le châtiment a une fonction thérapeutique car la souffrance stimule l'intellect et le criminel, traité comme un malade, se voit soigné et peut réintégrer la société. Ainsi, si la justice n'améliore pas celui qu'elle condamne, elle n'est qu'une vengeance. Cependant, pour Friedrich Nietzsche, dans Généalogie de la morale, l'origine de la justice est immorale et violente. En effet, là où on attribue des concepts universels et intemporels à la justice, il ne faut pas oublier qu'à la base, l'homme est mu par ses pulsions. Ainsi, le couple faute-châtiment ne vient pas de l'opposition entre le juste et l'injuste, mais d'une distinction économique. La justice répond à un dommage par un système d'équivalence. Elle n'est donc pas naturelle et ne remplit pas de fonctions liées à des valeurs morales. Cependant, pour Emmanuel Kant, une action juste est celle qui suit le devoir. On parle ainsi de déontologie. Pour lui, dans Fondement de la métaphysique des mœurs et critique de la raison pure, agir moralement, c'est suivre une obligation absolue et universelle. Le devoir est donc l'obligation morale d'obéir à certaines règles. Cette obéissance doit être la même pour tous et ne peut servir de but autre que celui de la raison. Ainsi, agir moralement, c'est agir rationnellement. Et pour Kant, il faut donc agir de la façon dont on souhaiterait que tout le monde agisse. Par exemple, quand vous mentez, vous ne pouvez pas souhaiter que tout le monde mente. Ainsi, mentir n'est pas moral. En revanche, quand vous partagez votre goûter, vous pouvez souhaiter que tout le monde partage son goûter. C'est donc une action morale. Cependant, la morale déontologique a ses limites. C'est ce qu'illustre le dilemme du tramway. Vous connaissez sûrement cette question. Un train est sur une voie et fonce sur 5 personnes coincées, mais vous êtes sur un aiguillage avec un levier et vous pouvez l'envoyer sur une autre voie où il n'y a qu'une seule personne coincée. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, selon Kant, puisqu'on ne peut pas souhaiter tuer quelqu'un, il est moral de ne rien faire, car dans ce cas, les 5 morts ne sont pas de votre faute. Mais si vous considérez que 5 vies valent mieux qu'une, si vous choisissez de tirer le levier et de tuer la personne, vous êtes ce qu'on appelle un utilitariste. Selon Jérémy Bentham, dans son livre Introduction aux principes de morale et de législation, la justice se définit par le principe d'utilité. Pour lui, la morale vient de la sensibilité et non de la raison. Elle est donc naturelle et doit prendre en compte les affects humains pour être efficace. Ainsi, si nous voulons agir moralement, nous devons donc chercher à faire le plus de bien au plus de monde possible, car ce qui est juste est ce qui fait la plus grande somme de bonheur. Lorsqu'on choisit de tirer le levier, on ne considère qu'aucun des deux choix est bon ou mauvais, mais on s'attend à ce qu'en le faisant, le résultat soit moins pire. L'utilitarisme permet donc certaines formes de nuisance à autrui si elles servent un but plus grand. Par exemple, la légitime défense n'est pas permise par la déontologie, mais par l'utilitarisme si. Une action morale n'est donc pas celle qui obéit forcément à une règle, mais celle qui est motivée par l'attente d'un résultat le plus positif possible. En troisième vient la notion de liberté. Pour saint Augustin dans Traité du libre arbitre, le fait que Dieu existe et soit tout-puissant entre en contradiction avec l'existence du mal, car si Dieu est bon, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal d'exister?
Il trouve donc une solution assez simple à cette question. Dieu a donné le libre arbitre aux humains. Nous sommes donc libres par nature et c'est pourquoi, quand on se détourne de la lumière divine, que le mal apparaît. L'humain étant capable de faire usage de sa volonté, il est donc responsable de ses actes. Nous pouvons donc agir comme bon nous semble, et c'est pour cela qu'il faut parfois restreindre ses désirs, car ils peuvent entrer en opposition avec ceux d'autrui. Le libre arbitre est cette capacité à pouvoir choisir entre plusieurs représentations de la réalité sans contrainte extérieure. Cependant, pour Baruch Spinoza dans sa lettre 58 à Schuller, correspondance, la liberté n'existe pas. Le monde est régi par une succession nécessaire de causes et d'effets. On parle alors de déterminisme. Selon les déterministes, nous n'avons d'influence sur rien et nous ne faisons que subir ce qui nous arrive tel que cela a été décidé par des lois naturelles immuables. Pour Spinoza, la croyance au libre arbitre est un préjugé, une idée sans preuve issue de notre ignorance des causes des événements. Nous n'avons donc jamais que l'illusion du choix. Par conséquent, nous ne sommes pas responsables de nos actes puisque tous sont indépendants de notre volonté. Nous n'avons d'ailleurs aucune volonté, mais seulement nous ne savons pas d'où elle vient, donc nous pensons l'avoir inventée. Ensuite vient la notion d'État. Selon Thomas Hobbes, dans le Léviathan, l'humanité primitive était dans ce qu'on appelle l'état de nature. Chaque individu était l'esclave de toutes ses pulsions et tous étaient exposés à la loi du plus fort. Les humains étaient donc tous égaux et libres, mais rivaux. À ce titre, ils ne faisaient que s'entretuer afin de s'approprier ce qu'ils désiraient. C'est ce qu'on appelle la guerre de tous contre tous. Cependant, cette guerre n'étant bénéfique pour personne, la nécessité d'y mettre un terme put se concrétiser avec l'apparition du langage et du contrat social. Ce contrat fait que chacun donne sa liberté individuelle à une instance extérieure, l'État avec un grand E, et en échange reçoit une liberté collective. L'État a donc une autorité légitime car agissant selon la volonté de tous et peut ainsi contraindre les individus avec des lois afin de leur permettre de vivre en paix. Cependant, pour Hobbes, l'État n'est que le garant du contrat social, il n'y prend pas part et donc n'a pas d'obligation vis-à-vis de lui, vis-à-vis de qui que ce soit. Les signataires du contrat n'ont donc pas le droit de se révolter contre lui, car pour l'État, cela ne peut jamais être justifié. Cependant, pour Jean-Jacques Rousseau dans Du contrat social, les philosophes comme Hobbes attribuent à l'état de nature des caractéristiques apparues avec la société. Étant donné que ce n'est qu'une hypothèse conceptuelle, il faut en écarter tous ces aspects trompeurs. Ainsi, pour lui, l'humain est par nature perfectible, il peut s'améliorer. Il est doué de la volonté de s'auto-préserver et surtout, il peut faire preuve de pitié, d'étendre son amour de lui aux autres. De cette façon, l'apparition des premières sociétés vient sans doute de catastrophes naturelles ayant encouragé l'entraide entre quelques individus, n'étant pas en guerre constante. Ces sociétés primitives sont donc à l'origine de l'accumulation des biens de certains individus face à une multitude sans possession. Ainsi, les possédants auraient cherché à préserver leur position en proposant un contrat social aux non-possédants. Ce qui en fait une forme d'arnaque, car en acceptant de renoncer à leur liberté, les non-possédants n'obtiennent que la servitude, tandis que les possédants peuvent conserver leur possession, en cela qu'elle devient une propriété. La nuance entre possession et propriété est que posséder signifie simplement avoir, tandis qu'un propriétaire a le droit de disposer comme bon lui semble de sa propriété. Quand on possède simplement un objet, on n'a pas le droit de le détruire, mais quand on est propriétaire, on a ce droit. Rousseau en conclut donc qu'il faut un nouveau contrat social plus juste. Pour lui, tout le monde doit contribuer à part égale à la société. Les privilèges doivent donc être abolis et tout le monde a égalité devant la loi. La liberté individuelle à laquelle on renonce ne doit pas fournir de pouvoir à une puissance extérieure, mais bien à la société elle-même. Ce qui fonde l'autorité de l'État, c'est donc la souveraineté du peuple. Ces décisions doivent donc correspondre à sa volonté et non celle d'un seul individu tout-puissant. Quatrièmement vient la notion de technique. Selon Platon dans le Protagoras, où il met en scène Socrate, la place de l'homme dans la nature s'explique via le mythe de Prométhée. Quand les humains furent créés, ils ne possédaient aucun attribut leur permettant de survivre dans la nature. Prométhée partit donc voler le feu chez Héphaïstos et la technique chez Athéna pour le leur donner. L'homme devient ainsi un être supérieur aux animaux, car la multiplicité de ses savoirs et son inventivité lui permettent de dominer la nature. Il peut adapter ses moyens pour satisfaire ses buts via la fabrication d'outils. Ainsi, l'homme devient une exception dans la nature en s'arrachant à ses conditions initiales. Il peut donc faire apparaître l'art, la religion et le langage. Émerge aussi la division sociale du travail, le fait que chacun fasse des tâches qui lui sont propres via la spécialisation. Cela fait émerger des conflits car l'augmentation de notre puissance sur la nature est source de désaccords. C'est donc via le travail qu'apparaît la politique. Elle n'est pas une affaire de spécialistes, donc tous peuvent y participer afin de définir l'ordre social par une recherche commune du bien.
La technique est donc à l'origine de l'organisation du travail et de la société humaine. En revanche, pour Francis Bacon, dans Novum Organum, le développement technique est lié à la rationalité scientifique. Pour lui, savoir, c'est pouvoir. En ce sens, la compréhension de la nature est nécessaire à toute action efficace. Pour acquérir cette connaissance, il faut donc avoir recours à l'observation et à la réflexion afin d'en tirer des lois générales. L'homme est donc dépendant de la nature, mais il n'est pas passif face à elle car il utilise et détourne ses forces à son profit. Le niveau de développement d'une civilisation peut donc s'observer via le niveau de développement de ses objets techniques. Pour René Descartes, dans son discours de la méthode, tente d'expliquer les règles de la connaissance rationnelle. Il prône une philosophie plus pratique qui permet d'agir et de transformer le monde. La physique enseigne le fonctionnement de la matière et les forces qui la constituent. Ces forces sont donc comparables à des artisans effectuant un métier que l'homme peut commander comme maître et possesseur. En effet, il fait travailler la nature au service de sa volonté, mais en plus, il en a l'usage comme un outil à part entière. Cependant, pour Pierre Clastre, dans La société contre l'État, il faut redéfinir ce que doit être la technique afin de garantir un rapport harmonieux entre l'homme et la nature. En effet, la nature ne doit pas être exploitée à outrance car nous en demeurons dépendants. Une technique négligeant complètement de la préserver ne peut donc être considérée comme représentant ce qu'est l'avancement d'une société. Il ne faut pas juger de la valeur d'une technique à sa complexité, mais bien à sa façon de s'adapter à son milieu et de satisfaire les besoins de la société. Il n'y a donc pas de hiérarchie entre les sociétés dites primitives et les sociétés industrielles. La technique n'est donc pas la maîtrise de la nature, mais la maîtrise de notre rapport à la nature. C'est aussi ce que dit Walter Benjamin dans son Sens unique. L'humain doit se maîtriser lui-même lorsqu'il modifie son environnement. Ce faisant, pour Hegel dans l'éthique, notre conscience se manifeste par le travail, car il transforme le monde. L'homme devenant une force de la nature à part entière, le travail permet donc le développement de la conscience pratique. Il est donc une forme de libération. Mais pour Karl Marx, dans Le Capital, il faut observer le travail par ses aspects sociaux et historiques. En effet, pour lui, le travail est un rapport d'obéissance à une autorité, et c'est une contrainte, car le travailleur en est dépendant pour survivre, et il ne possède ni ce qu'il produit, ni ce avec quoi il le produit, et en plus, il vend son temps et sa force pour l'effectuer. Le travailleur ne se développe donc pas intellectuellement dans le travail, mais en plus cela exploite la nature sans limite, ce qui exclut tout rapport de cohabitation avec elle. Ensuite vient la notion de savoir. Pour René Descartes dans les méditations métaphysiques, il recherche une vérité certaine qui peut servir de fondement à toute connaissance. Pour cela, il applique un doute méthodique et radical. Une seule idée résiste au doute, celle de sa propre existence, d'où sa fameuse phrase « je pense donc je suis ». La source de toute vérité vient du fait de la conscience. Il ne faut donc accepter comme certaines que les idées qui sont aussi claires et distinctes que cette conscience. À partir de celle-ci, il déduit de l'existence de Dieu et de la vérité de l'existence du monde tel qu'on le perçoit. Ensuite, selon Platon dans la République, on peut distinguer plusieurs types de connaissances et comment les hiérarchiser. Via l'allégorie de la caverne, je vous mets en lien un rapide résumé de ce dont il s'agit, il illustre ces différentes déductions. Tout en bas de l'échelle, il y a l'imagination, qui est l'interprétation que l'on s'en fait des choses. Puis juste au-dessus, il y a les croyances, qui est ce qui est perçu par les sens. Ces deux choses composent l'opinion. Au-dessus, on trouve les objets mathématiques, qui font l'objet d'un raisonnement comprenant une hypothèse et des déductions. Enfin, tout en haut, on trouve les objets intelligibles, les idées faisant l'objet d'une intuition intellectuelle. Pour lui, l'opinion est une source d'illusion car c'est une copie déformée de la vérité. Quand l'homme sort de la caverne, donc quand il passe de l'opinion au savoir, il est d'abord ébloui car l'opinion est issue de l'habitude et de la simplicité, là où le savoir demande un effort pour acquérir la vérité. Puis il parvient à observer sensiblement ce monde et accède à la première forme de savoir par l'énonciation de vérité universelle. Enfin, il parvient à voir l'essence des choses intelligibles qui ne peuvent être vues que par l'intellect. Emmanuel Kant, dans Critique de la raison pure, analyse la démarche des savants ayant fondé les principes de la démarche scientifique. Pour lui, les semblables de Galilée ont en commun d'adopter une démarche active. Ils ne font pas qu'observer, ils font des expériences. La vérité vient donc de la raison. En effet, la raison formule des lois générales, grâce à la logique. D'abord, on formule des hypothèses, puis on les met à l'épreuve. Une expérience est donc une observation conçue et contrôlée par la raison. La vérité et les savoirs viennent donc par un travail actif, d'hypothèses et de conclusions. Pour Karl Popper dans Conjecture et réfutation, une théorie qui n'est pas falsifiable est une théorie pseudo-scientifique.
Une théorie falsifiable, c'est une théorie qui peut être mise à l'épreuve et qui doit résister aux contre-arguments pour devenir cette vérité scientifique. Cette vérité demeure ensuite la vérité jusqu'à ce qu'une théorie plus résistante soit trouvée. La vérité est donc objective et relative car elle n'est pas sujette à une croyance et car elle n'est jamais considérée comme absolue. Ensuite, il y a la notion de croyance. Pour Descartes, dans les méditations métaphysiques, on peut prouver l'existence de Dieu car il est par définition parfait. Or, il est plus parfait d'exister que de ne pas exister, donc Dieu existe. Mais aussi, nous avons en nous l'idée d'infini dont nous ne pouvons pas être la source car nous sommes des êtres finis. Il y a donc forcément quelque chose qui nous a inculqué cette idée d'infini. Cependant, ça se critique aussi parce que Emmanuel Kant, dans sa critique de la raison pure, estime que l'existence d'une chose n'est pas une caractéristique, que l'on peut démontrer par des raisonnements formels. Pour Denis Diderot, dans la promenade du sceptique, la religion est un phénomène social, ainsi elle suppose des rapports de pouvoir. Il y a donc un risque qu'elle soit utilisée politiquement. L'État doit donc être séparé des croyances afin d'éviter de dicter la pensée aux individus. C'est le principe de laïcité, l'État doit être neutre vis-à-vis des religions. Pour Baruch Spinoza dans l'éthique, l'origine des religions vient de l'observation des phénomènes inexplicables de la nature par les hommes. Ils en ont déduit le préjugé que la nature est faite pour eux, et ils donnent donc des caractéristiques humaines à leur première divinité, ce qui mène à toutes les superstitions. Les croyances religieuses sont donc issues d'un a priori anthropocentrique, c'est-à-dire qui donne l'image de l'homme aux choses. Nous avons ensuite la notion de langage. Pour Aristote dans les politiques, il est lié à la raison et fait donc de l'homme un animal politique capable de vivre en société. Pour René Descartes, dans sa lettre au marquis de Newcastle, il est la preuve que nous pensons car il permet d'exprimer la pensée, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Cependant, pour Henri Bergson, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, le langage ne peut exprimer la diversité de la réalité concrète car celle-ci est en perpétuel changement. Ensuite vient la notion d'art. Pour Emmanuel Kant, dans sa critique de la faculté de penser, une œuvre d'art est l'objet d'une contemplation désintéressée. Pour Walter Benjamin, on peut ajouter des critères d'unicité et d'authenticité à ce qui fait une œuvre d'art. C'est donc un objet matériel porteur d'une histoire propre et qui ne connaît aucun semblable. Pour Pierre Bourdieu, dans La Distinction, notre appréciation de l'art est codifiée par les normes de notre groupe social. Pour rappel, selon Bourdieu, les classes sociales seraient hiérarchisées, et donc notre appréciation, notre définition du beau varierait en fonction du cadre de vie dans lequel nous vivons. Enfin vient la notion d'inconscient. Pour Sigmund Freud, dans ses ouvrages Introduction à la psychanalyse et Le moi et le ça, propose l'idée que l'esprit humain est divisé en 3 niveaux de conscience. Le conscient, qui est ce que l'on pense dans l'immédiat, le préconscient, qui se compose de souvenirs facilement accessibles, et enfin l'inconscient, qui contient tous les désirs et souvenirs refoulés. Pour lui, le comportement humain est motivé par toutes ces pulsions refoulées. Voilà, ça c'était pour les philosophes du programme. Mais avant que l'on se quitte, j'apprécierais vous présenter des philosophes bonus qu'il est toujours intéressant de connaître. Diogène de Sinope, membre de l'école du cynisme. Il considère qu'il faut toujours rejeter les conventions sociales car elles sont artificielles et hypocrites. Il invite à une vie simple et à la lucidité sur le monde. Guillaume d'Occam. Pour lui, il faut à toute recherche appliquer un principe de parcimonie, c'est-à-dire que l'explication la plus simple à un phénomène est souvent la meilleure. Léonard de Vinci. Pour lui, l'art est une science car les deux sont une recherche de la beauté et de la précision. Ainsi, l'une des plus grandes qualités de l'homme est sa curiosité car elle est la base de toute compréhension du monde. La science doit donc être utilisée pour le bien de l'humanité en prenant en compte des implications morales. Nicolas Machiavel. Pour lui, il n'est ni toujours possible de bien se comporter, ni toujours bénéfique de mal se comporter. Dans son livre Le Prince, il énonce ce principe qui s'adresse au souverain mais qui fonctionne dans de nombreux autres cas. Le prince doit se commander au vent de la fortune, être dans le bien s'il le peut, mais entrer dans le mal s'il le doit. On peut dire qu'il est partisan d'une déontologie on-off. Nicolas Copernic. Ce n'était pas vraiment un philosophe, cependant, son modèle d'héliocentrisme s'inscrit dans la lignée de la science comme l'énonciation de règles via l'observation et la réflexion. Il forme un très bon quatuor avec Galilée, Kepler et Newton. Donc si vous pouvez les citer, c'est toujours bien. Étienne de la Boétie. Dans son discours de la servitude volontaire, il exprime l'idée que l'humain n'a aucune raison de se soumettre à l'autorité et qu'il vaut mieux lutter pour sa liberté, car c'est la passivité de la masse qui donne son pouvoir au tyran.
Montesquieu. Dans De l'esprit et des lois, il théorise la séparation des pouvoirs afin de mettre fin à l'arbitraire et de parvenir à l'égalité de tous devant la loi. Pour lui, il n'y a pas de loi universelle et toutes doivent être décidées de façon particulière pour convenir à chaque peuple. Voltaire. Pour lui, la raison s'oppose aux croyances car elles sont source d'obscurantisme et donc de manipulation. Ainsi, pour que la liberté individuelle soit garantie, il faut avoir une liberté de pensée et d'expression, et même de croyance. Arthur Schopenhauer. Philosophe pessimiste, il soutient que la vie n'est qu'une oscillation entre la souffrance et l'ennui. En effet, celui qui manque d'une chose souffre, et celui qui obtient ce qu'il veut finit par s'ennuyer. Le bonheur est donc illusoire car jamais continu, et la souffrance est universelle. Ainsi, l'empathie entre tous est donc la base de toute morale. Victor Hugo. Dans ses livres comme Les Misérables et Claude Gueux, ainsi que Le dernier jour d'un condamné à mort, il expose l'idée que toute criminalité a pour origine la pauvreté et l'absence d'éducation. Pour lui, si une tête a besoin d'être coupée, c'est parce que l'on ne l'a pas instruite, car celui qui n'est pas éduqué ne peut connaître la morale, le bonheur et la liberté. Lutter contre la misère et l'ignorance, c'est donc lutter contre tous les maux du monde à la fois. Pierre-Joseph Proudhon, théoricien de l'anarchisme. Il estime que toute autorité est une forme d'oppression et que l'État devrait être aboli. Cela ne signifie pas l'absence d'ordre, mais cela veut dire que la masse déciderait sans intermédiaire de ses propres lois. Antoine de Saint-Exupéry. Dans Le Petit Prince, il expose une critique du monde des adultes bien trop artificiel et matérialiste, n'encourageant ni à la solidarité, ni à la curiosité, ni à la responsabilité. Il estime que la valeur des choses ne se limite pas à leur apparence et à leur prix, mais bien à l'attachement que l'on peut leur porter. Cela marche aussi pour les relations sociales. D'où la citation « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». George Orwell, grand critique des totalitarismes, il estime que la vérité passe par le langage car celui-ci permet la pensée. Dans son livre 1984, il présente un monde où l'État possède un contrôle absolu de la population car il réduit le vocabulaire par la création de la novlangue. Ce système est selon lui le pire de tous car il ne permet pas le progrès de la justice et de la société. Enfin, j'ai décidé de prendre un philosophe encore en vie, Paulo Coelho. Pour lui, chaque individu suit une sorte de destin tracé afin de s'accomplir. C'est une sorte de déterminisme, mais qui est favorable à ceux qui ont le courage de se lancer à fond dans leur passion. Les défis sont pour lui l'opportunité d'apprentissage. Il ne faut donc pas craindre d'évoluer, car cela fait partie de la vie. Voilà, j'espère que cela a pu vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, je serai ravi d'y répondre.